twats lucky that I showed up. Je vais commencer à parler des personnages, de leur évolution et de à quel point c'est bien fait en général. Avec Homelander qui est la vedette de la série. Sans Homelander, il n'y aurait pas de The Boys. C'est lui qui est là pour relever le niveau. Anthony Starr est magistral et son interprétation est géniale. Donc franchement, Homelander, un énorme personnage qui est déjà l'un des meilleurs méchants de l'histoire de la télévision et qui va clairement marquer l'histoire, et qui a clairement marqué l'histoire de la pop culture. Donc voilà, ce grand personnage. Eh bien, ce que j'aime avec ce Homelander par rapport au comics, c'est que Homelander dans les comics, c'est un connard qui survit que par rapport à l'amour du peuple, et c'est tout. Et donc pendant tout le comics, il fait le connard, il fait ce qu'il veut, il est sans cœur, il est sans pitié, il est prêt à tuer qui il veut. Et à la fin, et voilà, c'est tout. Ça, c'est Homelander des comics, alors que dans la série, il y a bien plus que ça. Dans la série, on voit qu'il dépend du public, mais qu'il a des émotions quand même, que c'est un personnage extrêmement fragile psychologiquement. Donc on sait qu'il a besoin de l'amour du peuple, que sans l'amour, si les gens ne l'aiment pas, il n'a plus aucune raison de vivre, entre guillemets. Donc et donc s'il n'y a pas l'amour du peuple, il va tout péter, il va tout détruire. Donc ça c'est très bien traité. En plus il vit une énorme charge d'émotions cette saison, puisqu'en plus il y a son fils Ryan du coup qui débarque. Et donc il faut savoir qu'Homelander a vécu dans un laboratoire toute sa vie. Il n'a jamais eu de père ou de mère. Et donc le voir essayer d'être le père de Ryan, essayer de l'élever, faire ce qu'il peut, c'est assez drôle en sachant qu'il y a des moments où il trouve que Ryan a des goûts de merde, il y a des moments où il est très déplacé, c'est le pire père qui soit, mais parce que le gars n'a jamais eu de père, donc il sait pas ce que ça fait d'être père. Donc ça rend sa relation à la fois très creepy avec son fils, mais à la fois très touchante parce que Homelander n'arrive pas à montrer l'amour qu'il a pour son fils parce qu'il ne connaît pas la paternité, donc il n'arrive pas à transmettre une certaine paternité justement. Donc c'est ce qui rend le personnage extrêmement émouvant, surtout à la fin. Fait que du coup on voit il essaie d'apprendre de jouer avec lui, mais à la fois comme Homelander n'est pas humain, il n'a jamais été éduqué comme un humain, il a été éduqué comme un super-héros, comme le plus grand des super-héros. Il s'en fout que Ryan aille à l'école et autres, lui il veut juste que Ryan sache qu'il est spécial, qu'il a des pouvoirs, et il voit en lui son héritage en fait. Il voit en lui le nouvel Homelander, son fils, celui qui aura des pouvoirs, qui va exercer des choses incroyables avec lui en fait. C'est ça qu'il voit en lui. Alors que Becca la mère de Ryan et la femme de Butcher du coup, elle veut juste que Ryan vive une vie normale et ne devienne pas comme Homelander justement. Et donc voir Homelander vouloir vraiment aimer son fils, vraiment il l'aime, il veut le garder avec lui, il est vraiment attaché à son fils, c'est vraiment quelque chose de très touchant, surtout à la séquence de l'épisode 8. En plus c'est l'épisode où il perd son fils justement, donc ça c'est encore plus touchant. C'est la première fois qu'on est vraiment attaché à Homelander, parce que Homelander qui est habituellement un connard fini, il y a cette scène où il y a le public, la foule qui vient vers Homelander pour se prendre des photos. Mais Ryan lui qui a vécu avec sa mère en confinement entre guillemets, toute sa vie, là pour la première fois il se retrouve au milieu d'une foule et ça lui fait du mal, il est traumatisé, il arrive pas, il a du mal, et donc Homelander pour une fois se soucie plus de son fils que du peuple en fait, que du public qu'il aime en fait. Et donc ça c'est une scène extrêmement touchante surtout, et donc il y a Homelander qui dit que la première fois qu'il a parlé, qu'il était autour de la foule, lui aussi avait peur, lui aussi il pleurait, lui aussi il avait peur de la foule. Et donc c'était une scène extrêmement touchante où il parlait juste à côté de son fils. Et donc franchement c'est la première fois que tu es vraiment attaché à Homelander, tu dis oh, quelque part je veux qu'il réussisse, que son fils soit avec lui quand même, quelque part j'ai envie que son fils réussisse à aimer son père quand même. Donc c'était vraiment une scène très touchante où Homelander raconte que lui aussi a vécu des moments assez durs dans sa vie également. Et donc ça c'était une scène très touchante et on voit à quel point il aime son fils. Mais Homelander ça reste quand même un connard, parce qu'il y a quand même un moment, à la fin il traite son fils de petite merde quand même. C'est le Homelander. Donc il y a tout cet amour avec son fils, et le fait que son fils l'aime pas en début de saison, c'est quelque chose qui l'embête énormément, parce que Homelander tout seul il sait pas quoi faire, c'est quelqu'un qui s'ennuie, c'est quelqu'un d'instable, et donc si comme son fils l'aime pas, le gars il perd complètement la tête, et en plus il se sent pas comme un bon père, vu qu'on veut pas de lui, il est rejeté par son fils, et en plus il y a Stormfront qui vole sa place, qui vole sa vedette, qui vraiment devient presque le nouveau symbole de Vogt, et du coup il se sent rabaissé par rapport à elle,
Et donc on voit un Homelander complètement rabaissé, complètement faible, à bout, qui a envie de buter Stormfront, qui a envie de buter tout le monde, mais s'il fait ça, le public va le détester et jamais il retrouvera l'amour du public. Et donc j'ai adoré, donc j'ai beaucoup aimé quand il a engagé le doppelganger pour faire l'amour avec lui en Stillwell, vu que le doppelganger se métamorphose en Stillwell du coup, parce que Stillwell c'était la seule chose qui lui permettait c'était la seule amour de sa vie, c'était sa mère, et Homelander a besoin d'une mère en fait, vraiment d'une mère qui fait l'amour avec lui, on est d'accord. Donc le fait qu'il allaite le sein, qu'il boit toujours son lait. D'ailleurs ça c'est censé être un truc de Mother's Milk, le coup du lait, vu que Mother's Milk, j'en parlerai juste après dans la partie Mother's Milk, mais le fait qu'il boit toujours son lait, qu'il n'arrive pas à se détacher de Stillwell parce que c'était comme sa mère, c'est elle qui le canalisait, c'était vraiment très touchant, jusqu'à la fin de l'épisode où il se dit je peux m'en sortir moi-même, je suis un grand garçon, et donc il tue le doppelganger en fait. Et donc cette scène très creepy, déjà de base c'est creepy, le gars est conscient qu'il fait l'amour avec un homme qui s'est transformé en femme, donc bon. Et le gars est presque à faire l'amour avec lui-même quand le doppelganger se transforme en Homelander, justement. Et là t'as Homelander qui le tue, et donc ça c'était vraiment une scène très creepy également. Je vous dis ça adapte une scène des comics, mais je ne spoilerai pas, encore une fois. Mais vraiment cette scène où Homelander pense qu'il peut s'en sortir tout seul au final, et bien en fait non. Vu que dans l'épisode juste après, il est toujours aussi jaloux de Stormfront, et il découvre que Stormfront arrive à le canaliser également, que Stormfront, c'est comme Stormfront, on découvre que Stormfront a plus de 100 ans. Donc on découvre que Stormfront a déjà été mère. Donc Stormfront devient sa nouvelle mère-femme, vu que c'est sa mère parce que c'est elle qui le canalise, qui lui apporte de l'amour, mais c'est à la fois sa femme entre guillemets parce qu'ils font l'amour du coup. Et c'est pour ça c'est de là qu'on a eu cette scène, la meilleure scène de sexe de l'histoire des comic book movies et séries télé. Cette scène de sexe entre Stormfront et Homelander, totalement à quoi ressemblerait une scène de cul entre deux super-héros surpuissants, tout simplement. C'était spécial, mais voilà, on voit à quel point Homelander était sur le point de péter les plombs avant que Stormfront débarque comme une espèce de mère de substitution, vu qu'il y avait bien sûr cette scène exceptionnelle où Homelander s'imagine tuer la foule en fait. Vraiment ça c'était une scène magistrale, franchement bien faite, etc. Et si Superman tuait toute une foule, c'était vraiment une scène très très cool. Donc on voit à quel point le gars est instable et à quel point il prend sur soi pour pas péter les plombs en fait. Donc le gars est toujours plus proche de péter les plombs que de pas péter les plombs. Et donc on voit. Et donc avec Stormfront il forme un bon duo, la scène où il écrase la tête du criminel, où il dit que la justice c'est de la merde, mais lui il s'en fout en vrai parce que lui-même il est corrompu. Vraiment Homelander il s'en fout du tout, et c'était vraiment fun d'avoir cette relation un peu Bonnie and Clyde avec Stormfront qui marchait très bien justement dans cette saison. Et le fait qu'il veut même faire une famille avec Stormfront et Ryan aussi, c'était vraiment quelque chose de fun. Parce que justement, de fun, bon pas trop de fun non plus. Justement à cause du fait que Stormfront a perdu sa fille, et donc pour Stormfront aussi ce serait bien d'avoir un enfant de substitution pour elle aussi, mais on y reviendra après. Donc il y avait toute cette idée qui marchait parfaitement bien avec Homelander, et le fait que sans sa mère de substitution il peut péter les plombs à tout moment, vu qu'il y a la séquence où il attend Stormfront pendant 20 minutes, et comme Stormfront est en retard, le gars il fait exploser sa caravane. Vous voyez le gars faut pas le laisser tout seul là. Et c'est ça que j'adore avec Homelander, c'est que Homelander n'a jamais grandi, n'a jamais été un vrai enfant comme les autres. Homelander c'est un enfant. C'est un enfant dans un corps d'adulte qui n'a jamais connu des parents, qui n'a jamais eu de parents. C'est quelqu'un qui est toujours en attente, qui va obtenir ce qu'il veut à tout prix. Et vraiment, c'est ce qui rend le personnage complètement. C'est pour ça que le personnage se fait berner très facilement, parce que c'est un bébé au fond de lui. C'est un gamin en attente, quoi. Et un gamin avec un fils, forcément ça fait un mauvais père, quoi. Donc c'est ce qui marche avec le personnage, justement. Donc on voit ce personnage complètement instable, en plus avec Edgar. On en reparlera après de Edgar, mais vraiment Edgar, le chef de vote, qui lui-même a réussi à le rabaisser, à quel point il est charismatique, alors que Homelander c'est censé être le dieu, c'est censé être le super-héros le plus puissant du monde, et il se fait rabaisser et rejeter par tout le monde. Et il se sent même trahir par les Seven quand il découvre que Maeve est lesbienne. Il choisit de le balancer à tout le monde, pas pour dire bravo Maeve, tu es lesbienne, tu es diversité, yes, non, mais parce que Homelander pensait que Maeve était l'une de ses meilleures amies, et le fait qu'il découvre qu'elle est lesbienne, en fait, lui qui est un peu raciste, qui est misogyne, qui est homophobe, quelque part,
et ben il choisit de la rabaisser du coup. Donc on voit le Homelander qui essaye de se venger de la manière légale, on va dire également. Vraiment, et au final, parmi les Seven, il n'a plus aucun ami du coup. Il n'y a plus Train, il n'y a plus Deep, il n'y a plus The Deep, Maeve le trahit, Starlight a toujours été une traîtresse. Donc vraiment, il pouvait compter que sur Stormfront du coup. Et c'est pour ça que la séquence où son fils est kidnappé par Butcher, où il tue tout le monde, tous les gens de Vogt, où il est trahi par Vogt, vu que du coup Edgar et Butcher ont fait un deal pour récupérer Ryan, parce que Ryan c'est le seul qui puisse battre Homelander, et donc faut pas que Ryan soit proche de Homelander. Bah justement Homelander en plus est trahi par Vogt, en plus il est trahi par tout le monde, il peut faire confiance à personne sauf à Stormfront en fait. Stormfront c'est la seule chose qui lui permet de tenir debout, vu que du coup son fils se met du côté de Billy Butcher et du coup l'abandonne. Donc Homelander est officiellement tout seul, vu que Stormfront elle est carbonisée, elle est quasiment morte. Donc à la fin Homelander est tout seul en fait. Tout le monde là, il est complètement prisonnier, à deux doigts, il peut faire une connerie et Maeve balance tout sur lui. Donc c'est pour ça que j'ai extrêmement hâte de voir ce qu'ils vont en faire de lui en saison 3, parce que là, le gars a perdu tous ses repères. Vogt l'a trahi, mais il bosse toujours pour eux quand même, parce que c'est grâce à eux qu'il a l'amour du public. Tous les membres des Seven sont contre lui et le manipulent. Stormfront est quasiment morte, et donc il n'a plus Stormfront à ses côtés. Et son fils est avec les The Boys et plus avec lui. Donc le gars n'a plus rien. Donc j'imagine qu'en saison 3, il va vouloir récupérer son fils. J'imagine qu'on sait que son fils reviendra en saison 3, vu que Ryan aime toujours son père quelque part au fond de lui, je pense quand même. Et il va peut-être rendre visite à Stormfront, même si Stormfront est quasiment carbonisé. Jamais Stormfront reprendra le pouvoir. La meuf n'a plus de bras, n'a plus de jambes. Donc voilà, on va voir si. Donc il a perdu tout ça. Et puis il suffit juste. Je pense que la saison 3 sera la saison où il va commencer à péter les plombs pour de vrai, du coup, certainement. Vu que là, dans saison 3, il y aura Soldier Boy qui va débarquer. Soldier Boy qui était Homelander avant Homelander, vu que c'était l'équivalent de Captain America, c'était la légende de la Seconde Guerre mondiale. Et ben Soldier Boy va vouloir récupérer sa place de grand super-héros de l'Amérique face à Homelander. Du coup, Homelander, ça va lui faire un ennemi, du coup. Donc Homelander va encore plus péter les plombs, parce que cette fois, il n'y aura plus rien pour lui faire tenir debout. Tout ce qu'il y aura face à lui, ce sera des ennemis maintenant. Donc c'est pour ça que j'ai extrêmement hâte de le revoir. Et puis cette scène de fin avec le fameux I can do whatever the fuck I want, cette scène qui a été tournée pour la saison 1 à la base d'ailleurs. Vu que cette scène pardon. Vu qu'en fait Amazon Prime n'a coupé qu'une seule scène de la saison de The Boys, c'est une scène où Homelander se masturbait au-dessus de la ville. Et ben ils ont mis cette scène en fin de saison 2 parce qu'en fait Amazon a fait c'est trop bien, je m'en fous, The Boys c'est trop gore, c'est pas grave, allez-y mettez la scène, ce sera bien. Donc au final Amazon a rajouté la seule scène coupée de la saison 1. Ça veut dire que The Boys n'a aucune scène coupée. Ça veut dire que toutes les idées complètement gore, complètement sexuelles, complètement matures ont été validées par Amazon. Il n'y a absolument rien de stéréotypé, il n'y a absolument rien de calculé, absolument rien de marketeux. Amazon Prime a laissé la liberté totale au showrunner. Et ça c'est cool du coup. Ça veut dire que The Boys est une série libre. Malgré son gros budget, Amazon Prime a confiance en sa série phare, vu que The Boys est sa série phare à Amazon Prime. Et donc je trouve ça très cool qu'Amazon laisse une liberté complète aux producteurs du coup de la série. Donc ça c'était très cool, et cette scène finale était magnifique avec un beau plan en plus, avec un très beau plan sur la lune qui fait penser au Batman de 89 avec le logo Batman sur la lune, sauf que là c'est Homelander qui éjacule sur la planète, sur les gens. Donc voilà, c'était une très, très belle scène de conclusion pour Homelander du coup, qui est maintenant froid, sans émotion, et on a hâte de le voir péter les plombs en saison 3. Voilà, Homelander a pris une énorme partie de la vidéo, mais il faut dire que Homelander est un personnage fascinant. On a Billy Butcher qui est l'ennemi, qui est vraiment l'opposé, mais à la fois l'équivalent d'Homelander. J'adore la relation entre Butcher et Homelander, vu que du coup ce sont les deux faces d'une même pièce en fait. Vu que du coup il y a Butcher qui est de retour, qui découvre que sa femme, que Vogt détient sa femme. Donc ce que j'aime avec Butcher, c'est qu'on découvre qu'il est raciste. Des super-héros, qui veut tuer tous les super-héros, qu'ils soient gentils ou non, il est prêt à tous les tuer. Et donc j'ai adoré ce côté-là, vu que ça faisait un parallèle à Stormfront, qui est une nazie, qui est raciste également.
Et donc c'est pour ça que j'ai adoré sa relation avec Starlight par exemple, où il déteste Starlight parce que c'est une super, mais le seul truc qui permet de les relier tous les deux, c'est Yui justement. Parce que dans cette saison, du coup, on sait pourquoi Billy aime Yui et considère Yui comme un peu son petit frère, un peu comme son protégé. C'est parce qu'en fait Yui lui rappelle son frère Lenny. Son frère Lenny qui était son frère du coup, qui s'est suicidé parce qu'il était battu, parce que les deux étaient battus par leur père du coup. Et donc on découvre ça avec l'épisode où on voit son père du coup qui est interprété par un acteur du Seigneur des Anneaux, et comme l'acteur de Billy Butcher, Karl Urban, est un acteur du Seigneur des Anneaux, ça faisait une petite référence sympa. Et donc on découvre que Butcher se faisait battre par son père toute sa jeunesse, et que son père voulait faire de lui un homme fort, un homme puissant, un homme froid, un homme complètement fort en fait, exactement comme Homelander qui n'a jamais vraiment connu de parents, et Homelander a été conçu que pour être l'être suprême en fait. Donc en fait les deux n'ont pas eu une enfance normale, les deux ont été entre guillemets torturés. Et les deux ont eu un père de substitution, vu qu'on a vu le parallèle dans l'épisode en question d'ailleurs avec les pères, avec le docteur Von Gelbaum qui est l'équivalent du père de Homelander du coup. Et donc d'ailleurs c'est pour ça que quand Butcher entend l'histoire du père de Homelander du coup entre guillemets le père, il s'identifie presque à Homelander, vu qu'au final les deux sont les deux faces d'une même pièce en fait. Donc j'ai vraiment adoré ce parallèle, et donc Yui c'est un peu l'équivalent de Stormfront pour Butcher en fait. Stormfront à Homelander pour Butcher. Vu que s'il n'y avait pas Yui, Butcher pourrait péter les plombs à tout moment, massacrer tous les super-héros sans aucune objectivité. Donc c'est ça que j'adore, c'est vraiment que Butcher aimait son frère, et donc retrouver un peu de son frère lui permet de gagner un peu d'humanité du coup. Et c'est ce que j'aime, j'ai adoré l'épisode 4 quand il retrouve Becca, quand il essaie de la sauver. Becca qui est un très bon personnage également, bien évidemment, d'ailleurs l'actrice était dans The Flash, et donc c'est très cool de la retrouver. D'ailleurs, surtout que dans The Flash elle était partie bien trop tôt. Donc voilà, voir ses retrouvailles avec son fils, voir ses retrouvailles avec sa femme, voir à quel point elle l'aime, à quel point il a lutté tant d'années pour la retrouver, et à quel point il lui en veut pas du tout, à quel point il aime sa femme, et sans sa femme, il risque de péter les plombs à tout moment. S'il n'y a pas sa femme et Yui, il pète les plombs, hein, on est d'accord. Donc il y a vraiment ce côté-là qui est vraiment par rapport à Homelander, c'est vraiment le gros parallèle entre les deux. Et donc bien sûr il y a le fait que le fils de Becca est le fils du Homelander, donc le fils de Becca est un super-héros en fait, a des pouvoirs. Et du coup j'ai adoré la finalité de l'épisode 4 où Becca dit à Butcher de partir parce qu'il sait que jamais il aimera son fils, et que jamais il acceptera que le fils de sa femme a des super pouvoirs, et donc Becca sait que Billy pourrait à tout moment tuer son fils en fait. Et c'était ce qu'il était sur le point de faire dans l'épisode 8, quand Becca meurt. Billy Butcher était sur le point de prendre son pied de biche et de partir buter Ryan. Et c'est ce qu'il fait dans les comics. Vu que dans les comics c'est complètement différent. Parce que dans les comics, Ryan est mort bébé, déjà. En gros, et Becca meurt du fait d'avoir accouché de Ryan, justement. Après, il s'appelle pas Ryan, il a jamais de nom, c'est juste le bébé de Homelander en fait. En fait, dans les comics, t'as Becca qui meurt dans son lit avec Billy à côté, qui meurt du bébé parce que le bébé est sorti du ventre avec des pouvoirs, et le fait que le bébé ait des super pouvoirs a tué Becca. Puisqu'avec ses rayons laser, il a cramé le ventre de Becca, et donc il a tué Becca. Et du coup, Billy se réveille, il bute le bébé, et voilà, il le massacre. Et c'était ce qu'il était sur le point de faire là, puisque du coup Ryan a tué sa mère sans faire exprès, et Billy était sur le point de le tuer avec d'ailleurs ce regard incroyablement froid de Karl Urban. Franchement, Karl Urban, quel acteur incroyable également, quel charisme avec cette barbe, cette voix, son accent anglais aussi qui fait tout le charme du personnage. Je regarde la série en VO. D'ailleurs, parce que je l'ai commencé en VO, du coup je me suis habitué à la VO. Je sais que là, j'ai maté quelques scènes en VF, j'ai un peu du mal pour certains personnages comme Frenchie par exemple. Mais après Frenchie, on va en parler justement. Mais voilà, du coup Karl Urban est incroyable dans le rôle, il est vraiment parfait, c'est le rôle de sa vie pour moi je pense. Vraiment il est exceptionnel. Et d'ailleurs j'ai adoré cette scène, et donc quand il se rappelle de la promesse qu'il a faite à Becca, et qu'en final il promet d'élever son fils, c'était très touchant du coup. Et donc j'ai adoré ce parallèle où Billy Butcher le fils de Homelander est aux côtés de Billy, et Homelander voit tout ça devant lui. C'était vraiment une rivalité magnifique, encore une fois, j'ai adoré ça.
C'était vraiment trop bien. Et du coup, le message, l'évolution de la série, parce qu'il faut savoir que dans les comics, Billy Butcher, il déteste les super-héros de A à Z. Il est complètement froid, il peut tous les tuer, même les super-héros gentils. Alors que dans cette saison 2, il est raciste des super-héros, il tue des super-héros, il a tué un jeune super-héros, il a tué un jeune gamin qui n'arrivait pas à contrer ses pouvoirs, il l'a tué de sang-froid. Donc au final, à la fin de la série, il a réussi à s'attacher à Starlight et il a réussi à s'attacher au fils de Becca, qui sont pourtant tous les deux des personnes avec des super pouvoirs. Donc au final, Billy Butcher sait qu'il n'y a pas que des mauvaises personnes qui ont des pouvoirs et qu'il y a aussi des bonnes personnes. Et donc justement, son évolution, c'est qu'il perd de peu à peu son racisme envers les super-héros du coup. Et c'est ce qui est beau, et c'est un énorme départ par rapport aux comics du coup. Donc c'était vraiment bien, mais quand même, il déteste le Homelander et continue sa lutte. Et j'ai bien aimé la fin où on nous laisse entendre qu'il va continuer qu'il va créer une nouvelle équipe de The Boys en saison 3 pour s'occuper des super-héros encore une fois, bien sûr. Parce que Homelander est toujours là, du coup. Donc j'ai vraiment adoré cet arc de rédemption de Billy Butcher, de montrer qu'il n'est pas comme son père, qu'il a quelque chose d'horrible en lui, mais qu'il n'est pas comme son père et qu'il veut rester quelqu'un de bien au fond de lui malgré tout. D'ailleurs, j'ai trouvé ça drôle, le fait que sa tante soit une dealeuse. D'ailleurs, c'était assez drôle. Parce que faut savoir que Billy Butcher est une parodie, Homelander est une parodie de Superman et un peu de Captain America quand même par rapport au fait qu'il soit patriote et américain. Par ailleurs, Billy Butcher est une parodie du Punisher, il a fait l'armée, il a été traumatisé par l'armée, il perd sa femme, il pète les plombs, il veut buter tous les super-héros. Comme le Punisher qui a fait l'armée et qui perd toute sa famille et qui veut buter tous les criminels. Donc on est un peu sur le même cas, le fait qu'avant même que les super-héros rentrent dans sa vie, Butcher était déjà traumatisé par la guerre et avait déjà ce côté sombre en lui. Donc c'est vraiment ce que j'adorais avec ça. Et j'aimerais vraiment qu'on ait la scène des comics où il pisse sur la tombe de son père, sur le cercueil de son père, parce que du coup son père a un cancer et il va mourir. Et cette scène, Billy Butcher dit à un moment donné qu'il va pisser sur sa tombe. Et c'est ce qu'il fait dans les comics. Donc ce serait trop drôle qu'on ait cette scène dans la série quand même, ce serait très très drôle. Et enfin il récupère son pied de biche, vu que, tel Negan inséparable de sa batte Lucille, Billy Butcher dans les comics n'abandonne jamais son pied de biche. Alors que dans la saison 1, il ne l'avait que pour l'épisode 1, et il ne l'avait plus du tout après. Ça, j'avoue, j'étais déçu. Donc je suis extrêmement heureux qu'il ait récupéré son pied de biche et qu'il l'ait utilisé pendant plusieurs épisodes, cette fois. Mais voilà, Butcher a un personnage magistral. Ensuite, on a le personnage de Yui. Je suis pas le plus grand fan du personnage de Yui parce que justement, il est assez différent des comics. Et j'aimerais bien qu'un de ces quatre, l'acteur, se rase le crâne et se laisse pousser une barbe, justement pour qu'il se ressemble au Yui des comics. Et du coup, physiquement, c'est l'antithèse du Yui des comics. Bah déjà, Yui dans les comics, c'est un Irlandais, c'est pas un Américain. Et justement, dans la série, ils ont fait de lui un Américain pour montrer que... Parce que du coup, dans le comics, le message du comics, c'est un peu le petit message, c'est que... tous les Américains sont des connards, et parmi les The Boys, il n'y a que des immigrés. Genre, il y a un Irlandais, il y a un Français, il y a un Noir, il y a un Asiatique, et il y a un Anglais. Donc c'était un peu pour montrer que l'Amérique c'est de la merde en fait. Alors que Yui dans la série, il est là pour montrer qu'il y a quand même des bonnes personnes aux États-Unis quand même. Qu'il y a des bons Américains malgré tout, malgré Vogt et malgré les 7, justement. Mais moi, ce qui me dérange, c'est vraiment son design, vu que du coup, Yui est censé être petit, chauve et barbu, mais lui, c'est tout l'inverse. Donc j'espère que l'acteur va finir par adopter le look des comics un jour, quand même. Mais l'acteur, il fait très bien le taf. Jack Quaid joue très bien ce personnage. Ce jeune protégé de Billy Butcher, qui essaye de se démarquer, d'être sensé par rapport à Butcher, parce que Butcher est un peu psychopathe. Butcher n'est pas forcément très stratège, il a tendance à foncer dans le tas. Là où Yui c'est vraiment le prince charmant qui veut sauver Annie Starlight parce qu'il l'aime. Donc c'est vraiment ce personnage un peu mignon, touchant, qui vraiment veut faire le bien justement. C'est ce personnage qui est beaucoup trop bon pour ce monde de brut en fait, ce monde horrible. Et c'est vraiment ce qui rend le personnage très humain justement. Et donc ce que j'ai apprécié, c'est vraiment le fait qu'il mette tout le temps du Billy Joel. Il écoute tout le temps du Billy Joel parce qu'on découvre en fait depuis le début que sa mère l'a abandonné quand il était petit. Et que du coup il a vécu avec son père toute sa vie et que du coup il a toujours eu ce petit traumatisme par rapport à sa mère et que le seul souvenir qu'il a par rapport à sa mère c'est qu'il écoutait tout le temps du Billy Joel avec elle. Donc c'était quelque chose de très touchant. Mais du coup c'est pour ça qu'il écoute tout le temps du Billy Joel et que Billy Joel c'est son chanteur préféré parce que ça lui rappelle sa mère, ça lui apporte la tendresse dont il a besoin dans ce monde de brut justement.
Et je sens qu'on va voir sa mère dans la saison 3, je le sens venir quand même là. Parce que du coup sa mère a disparu, on sait pas où elle est. Donc je sens qu'on va avoir droit à sa mère. Ça, ce sera peut-être une grosse actrice parce que son père c'est quand même Simon Pegg. En sachant que son père c'est un gars complètement normal, le père normal qui s'en fout de tout. Donc vraiment Yui c'est vraiment quelqu'un qui a une enfance assez moyenne. Donc vraiment c'est vraiment quelqu'un de touchant et donc le voir ce personnage extrêmement tendre dans ce monde de bruit est vraiment très, très attachant. Et vraiment voir à quel point vraiment c'est lui qui fait tenir debout Billy Butcher, c'est lui qui permet à Starlight de faire équipe avec les The Boys. Vraiment lui c'est le gars c'est l'équilibre dans la force un peu Yui. Et c'est ce qui marche très bien avec lui. Donc, ouais, mais le problème c'est que Yui c'est un personnage complètement naïf, très jeune, naïf, qui est très gentil justement, trop gentil. Et à la fin de la saison il est dans la gueule du loup du coup avec Newman. Avec Victoria Newman du coup, et donc il va essayer de battre les super-héros de manière légale avec elle du coup. Mais Victoria Newman bosse pour Vogt, et Yui bosse pour les The Boys, du coup, il est dans la merde. Et c'est ce que le plan final nous teasait justement, parce que le plan final de la saison 2 c'est Victoria Newman qui ferme la porte de son bureau où il y a Yui dedans pour montrer que Yui est dans la gueule du loup justement et qu'il va galérer à en ressortir justement. Ce qui est une référence au plan final du Parrain où c'est la même chose en fait. C'est la porte qui se ferme et qui montre que Corleone ne pourra jamais retourner en arrière et va devenir quelqu'un de mauvais justement. Donc j'avais adoré la symbolique de cette scène et donc on verra qu'est-ce qui va devenir justement. Et on a eu Starlight. Starlight en fait ce que j'ai bien aimé avec ce personnage c'est vraiment... Starlight dans les comics c'est un personnage qui prend cher. Alors que là par rapport aux féministes elle prend beaucoup moins cher, c'est quelqu'un qui agit, qui a des coronesses vu que elle agit en secret chez Vogt, elle vole du composé V, c'est à cause d'elle que le composé V est dévoilé. Elle réussit à faire face à E-Train, elle réussit à manipuler E-Train, etc. Donc on est vraiment sur un personnage fort, mais qui vit quand même, mais qui s'adapte elle. Contrairement à Yui qui est quelqu'un de trop doux pour ce monde, elle s'adapte à ce monde de brut, justement, elle s'y adapte. Et du coup c'est pour ça que quand elle tue un père de famille à la fin, elle tue un père de famille dans l'épisode 6, ça ne lui fait pas grand chose parce que elle c'était là, au début de la série c'était l'ado plein d'espoir, qui aimait les super-héros, qui adorait ça, qui voulait être une super-héroïne, qui sauvait des vies. Et quand elle découvre que tous les super-héros sont des connards en fait, et que là, le monde c'est de la merde, quand elle tue ce père de famille dans l'épisode 6, elle fait ok. Tu vois, en mode, tant pis, tant pis, de toute façon, le monde c'est de la merde, c'est une mort de plus, un peu. Donc j'ai vraiment adoré ce côté-là, le fait que Starlight assume complètement le fait qu'elle a changé, en fait. D'ailleurs, il y a aussi le fait qu'elle assume son costume, aussi, le costume sexualisé de Vogt, justement, pour que ça fasse border les jeunes spectateurs, bien sûr. Donc vraiment, j'ai vraiment aimé ça, c'est pour ça que la résurrection Yui est capitale pour elle, vu que c'est vraiment un personnage qui a peur, qui vit dans un monde de brutes, qui a peur de se faire tuer par Homelander à chaque seconde. Et j'ai adoré la scène où Homelander était sur le point de l'éventrer justement. Donc vraiment j'ai bien aimé ça. J'ai vraiment bien aimé cette relation. Et donc Yui qui lui apporte de l'humanité, qui lui fait rire et autres. Donc vraiment cette relation est très touchante et fonctionne très bien également, encore une fois. Même si peut-être qu'il y a peut-être un peu trop de scènes. Vu que c'est bon, la relation est bien établie, pas la peine d'en rajouter un peu trop. Peut-être il y avait peut-être un peu trop de scènes sur ça, on va dire. Et donc à la fin, on découvre que c'est une traîtresse par rapport à Seven, et au final, elle fait partie des The Boys, et ça, c'est cool. C'est cool qu'elle rejoigne officiellement les The Boys, déjà, ça c'est cool également. Donc qu'elle reste un peu une infiltrée, entre guillemets. Et j'ai adoré la fin du coup, elle et Maeve contrôlent Homelander et du coup elle récupère son costume original qui n'est pas sexualisé, donc on voit qu'elle sera beaucoup plus à l'aise chez les Seven en saison 3 du coup. Bon, pas pour longtemps je suppose, mais elle est beaucoup plus à l'aise, elle retrouve un peu plus sa place, la place qu'elle voulait à la fin de cette saison. Donc j'ai bien aimé le fait que Starlight prend cher toute la saison. J'ai bien aimé le fait que Starlight prend cher toute la saison et qu'elle réussit à trouver du réconfort à la fin quand même, ça marchait assez bien. Surtout avec la thématique, et on a aussi toute cette thématique des parents avec sa mère qui lui a donné ses pouvoirs, etc. Tous les parents sont des connards dans cette série de toute façon, tous les parents. Ça c'est le message, Vu que ce qui est bien, j'ai pas le temps de dire, mais il y a pas mal d'épisodes où il y a des parallèles de partout, il y a plein de parallèles, des trucs qui se contredisent du début à la fin, etc. Donc tous ces parallèles sont bien écrits, ça montre à quel point chaque épisode sont vraiment uniques et se marche très très bien.
Ensuite, on a le personnage de Stormfront, là, le nouveau personnage de cette saison, le gros personnage de cette saison. Au départ, déjà, faut savoir, dans les comics, Stormfront est le tout premier super-héros créé par Vogt à l'époque nazie, parce que Vogt était nazi. C'est le tout premier super-héros qui a été créé par Vogt à l'époque nazie. C'est un homme, c'est un nazi arien, pas arien, brun, mais un nazi qui est nazi du coup, qui croit aux idéaux d'Hitler, et du coup qui ne vieillit pas. Et donc il est le chef des Pays-Bas, qui est la parodie des Avengers, c'est une parodie de Thor et de Shazam. Vu que physiquement il se ressemble à Shazam, et il balance de l'électricité comme Thor, et Vogt a concocté, l'origine story que Vogt lui a concocté est qu'il était le descendant d'une divinité norvégienne. D'où le fait que ce soit une parodie de Thor. Et donc dans les comics, on découvre que c'est un nazi. Il a eu une relation amoureuse avec Maeve parmi les Seven, et dans les comics, du coup, il a une relation de vengeance par rapport à Kimiko, qui lui a crevé l'œil. Et à la fin, il finit tabassé à mort par Love Sausage, par Butcher, par Mother's Milk et par le Frenchie. Frenchie qui est français, Mother's Milk qui est américain, Butcher qui est anglais, Love Sausage qui est russe, et donc on a le russe, l'américain, le français et l'anglais qui tabassent à mort le nazi. Donc les alliés contre l'Axe. Et donc c'était ça le symbole de sa mort quand il se faisait tabasser à mort dans le comics. C'est qu'en fait t'as les alliés qui tuent le nazisme, en fait. On réitère la victoire de la Seconde Guerre mondiale, en fait. Et donc quand ils ont casté Aya Cash, l'actrice Aya Cash, qui est juive en plus, on s'est demandé, mais est-ce que donc déjà ils vont changer le sexe au personnage, ce sera plus un homme mais une femme. Mais est-ce que le personnage sera comme des comics nazis? Et ensuite on voit les bandes annonces, on se dit mais ça risque d'être un personnage progressiste, par exemple qui est à fond dans les réseaux sociaux, qui communique avec les fans, etc. Qui est là pour la liberté des femmes, donc on est en mode, vous êtes sûr qu'elle sera nazie? Donc on se dit mais en fait c'est un personnage plutôt sympa, même Starlight commence à l'apprécier, vu qu'elle se dit c'est un personnage progressiste. Et en fait non, en fait non, c'est une nazie. Épisode 3, elle voit une famille de noirs, elle bute tous les noirs qu'elle voit. Quand elle bute le frère de Kimiko, elle le traite de sale jaune. Non, elle est bien nazie en fait. Et ça que j'ai adoré, c'est que The Boys a pris des libertés avec le personnage, mais a gardé la sève du personnage. Puisque le personnage reste nazi. Et comme dans les comics, il a une relation sexuelle, elle du coup dans cette version, une relation sexuelle avec un membre des Seven, Homelander. Il y en a plein qui voulaient avoir une baston avec Homelander, genre on veut voir Homelander se foutre sur la gueule avec Stormfront parce que les deux sont aussi puissants, etc. Non. Déjà de 1, je m'en bats les reins de voir Homelander se bastonner contre Stormfront. Et de règle numéro 2, dans l'épisode 8, on voit très bien que Stormfront est moins forte que Homelander. Parce que Stormfront se fait défoncer assez facilement, alors que Homelander aurait forcément défoncé toutes les filles. Donc non. Et justement, j'ai adoré cette relation de Billy and Clyde, comme j'ai dit, Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde, où vraiment ils s'aiment, ils sont amoureux, c'est un peu sa mère de substitution, etc. Et le fait qu'on arrive presque à s'attacher un petit peu au personnage, le fait qu'elle ait perdu sa fille, qui elle vieillissait, alors qu'elle ne vieillit pas, mais ça reste une raciste, c'était une super-héroïne dans les années 70, et elle est en fait la chef originale de Vogt, et c'est ça le gros changement des comics que j'ai adoré, c'est que elle est la femme de Vogt, en fait. Vogt, qui est le gars qui a créé la société Vogt, qui était un nazi, qui est devenu américain après. Vu qu'il faut savoir que Vogt, à la base, est une société nazie. Donc j'ai adoré ce twist, donc ça veut dire qu'elle est la vraie leaduse de Vogt, en fait. Et le fait qu'elle rejoigne les Seven, en fait, c'est montrer à quel point le personnage Edgar, le nouveau chef de Vogt, qui est noir, a des couilles, en fait. Vu que le gars est prêt, pour faire de l'argent et pour faire de la notoriété, il est prêt à intégrer une nazie qui déteste les noirs. Donc on voit à quel point le gars est prêt à tout, mais on en reparlera plus tard de cet excellent personnage. Et donc elle rejoint l'équipe, le fait qu'elle soit fan des réseaux sociaux est là pour piéger tout le monde, vu que personne du coup ne se doute qu'elle est nazie. Et donc quand on découvre qu'elle est nazie, moi je l'ai vu venir du coup, vu que je connais les comics. Et quand on voit qu'elle est nazie, c'est satisfaisant quelque part, parce que c'est un personnage que tout le monde déteste, mais qu'on adore détester. Et Aya Cash est excellent, elle joue parfaitement bien le rôle, elle est magistrale, elle est extrêmement charismatique. Et puis quand elle dévoile qu'elle est nazie et qu'elle est allemande, on voit son accent allemand revenir, donc on voit le jeu d'actrice là-dedans, donc c'est vraiment une excellente actrice. Et vraiment c'était un personnage extrêmement détestable, vraiment sa relation de vengeance avec Kimiko marchait très bien également. Vraiment quel personnage qu'on voulait voir mourir, le fait qu'elle supervise un camp de concentration super-héros, mais
Franchement, c'est le nazisme moderne, quoi. Vraiment, c'était vraiment cool. Et en vrai, si vous remarquez, tout nous indiquait qu'elle était nazie. Elle avait ses brassards avec des drapeaux des États-Unis, mais des brassards quand même. Ça coupe à moitié rasée avec une coupe un peu hitlérienne. Ces boucles d'oreilles qui font des éclairs et qui font aussi le logo des SS également. Donc, et sa ceinture avec un aigle. Mais est-ce que c'était l'aigle américain ou l'aigle nazi? Eh bien, c'était l'aigle nazi, justement. Donc ouais, et donc j'ai adoré ce personnage, vraiment comment elle faisait tout pour vraiment faire une armée de blancs, de super-héros blancs supérieurs quand elle a fait dégager Hutrain, parce que Hutrain est noir. Également sa haine envers les noirs, sa haine envers Maeve qui est lesbienne, et donc du coup Maeve se venge sur elle dans le dernier épisode également. Donc on voit ce personnage raciste qui marche parfaitement bien. Et vraiment, franchement, ça marchait bien. Le fait qu'elle voyait en Homelander le Messie, le grand héros. Je sais pas si elle manipulait Homelander ou si elle était honnête, par contre. Mais franchement, ça marchait très bien cette relation. Et donc voilà, c'était un excellent personnage.